Merci d'écouter Sounds Like Portraits et bienvenue dans le 152e épisode saison 8 de mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Sounds Like Portraits est disponible sur Spotify et sur le site soundslikeportraits.com. Cette semaine, numéro hors série de Sounds Like Portraits, spécial vin bio, vin biodynamique et vin nature dans le cadre de la 4e édition du Salon des Alpes qui a eu lieu le 20 avril 2024 à Montrond, près de Lausanne. J'ai animé avec beaucoup de plaisir cette conversation avec 3 pionniers suisses passionnés du vin respectueux du vivant, Marie-Thérèse Chapa, Raoul Cruchon et Raymond Pacaud. Ils ont évoqué le chemin qu'ils ont parcouru dans leur métier et le chemin qu'ils ont contribué à nous faire parcourir dans notre façon de boire du vin. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi ces 3 pionniers et tant d'autres ont-ils choisi de se libérer de l'usage de la chimie de synthèse pour s'engager dans l'aventure d'une production viticole respectueuse du vivant? C'est la question de la semaine. Bienvenue dans le cadre de cette 4e édition du Salon des Alpes pour cette conversation exceptionnelle avec nos 3 invités et pionniers. Merci d'accueillir chaleureusement Marie-Thérèse Chapa, d'abord, Raoul Cruchon et Raymond Pacaud. Alors, avec eux, nous allons essayer de comprendre le chemin qu'ils ont parcouru dans leur métier et le chemin qu'ils nous ont fait parcourir dans notre façon de boire du vin. Car aujourd'hui, l'attrait pour le vin respectueux du vivant se retrouve dans le monde entier, de Paris à Tokyo jusqu'à New York, et le nombre de commerces, de bars spécialisés a explosé, tout comme le nombre de salons et de festivals, voilà, le Salon des Alpes notamment. Alors, comment on en est arrivé là? Ça sera l'objet de cette conversation. Notre conversation va durer jusqu'à 16h30 et de 16h30 à 17h, vous aurez l'opportunité de leur poser des questions. Pour situer d'abord géographiquement nos 3 invités, ils travaillent dans des terroirs différents de la Suisse romande. Le domaine Chapa se trouve près de Fuy, en Valais. Le domaine Henri Cruchon s'étend sur une mosaïque de petites parcelles dans le vignoble de Morches. Et le domaine La Colombe se trouve près de Féchy, un petit village de la côte vaudoise. Voilà. Alors, tous les 3 se connaissent depuis très longtemps. Tous les 3 ont reçu une formation à l'école de Changin et tous les 3 ont choisi de se libérer du carcan de l'industrie viticole et de l'industrie de la chimie de synthèse pour s'engager dans une grande aventure, celle d'une production viticole respectueuse du vivant. Quelles ont été leurs motivations, quels ont été les risques qu'ils ont pris, quels ont été leurs idéaux? Avant de connaître les réponses à ces questions, je vous propose de mieux connaître leur parcours professionnel. Et je vais commencer par vous, Marie-Thérèse. À 17 ans, vous rêviez de devenir sage-femme. Alors, comment est-ce que vous avez découvert que vigneronne, c'était plutôt ce qui vous convenait? Alors, pendant une année, j'ai beaucoup réfléchi. C'est pas facile d'être adolescent puis de choisir ce qu'on avait envie de faire. Et c'est vrai que je voulais devenir sage-femme. J'ai fait un stage dans un hôpital à Martigny. Mais déjà, première chose, je suis tombée dans les pommes au premier accouchement. Donc, c'était mal parti. Et en même temps, mon père m'a donné une vigne sur la rive gauche du Rhône, à Chara. Et je n'avais pas trop envie d'accepter cette vigne, parce que je savais que c'était un peu m'attacher un petit peu dans la famille. Et pour finir, je l'ai accepté, mais j'ai dit, mais je vais la travailler moi-même. Pas comme toi, parce que mon père était avocat, pas comme toi, qui est un capitaliste qui donne à travailler les vignes. Donc, si j'ai du terrain, c'est moi qui le travaille. Puis c'est comme ça que ça m'a fait le déclic. Mais on a toujours aimé le vin. Mon père, il m'a donné la passion du vin. C'était un grand dégustateur. Et voilà, c'était un déclic comme ça, avec une petite vigne de 1500 mètres.
Raymond, quand vous étiez adolescent, comment est venue l'évidence d'être vigneron? Alors, c'est pas du tout le même parcours. Mes parents n'avaient pas tellement envie que je reste dans le monde du vin. C'est un monde difficile où il y a beaucoup d'aléas. On voit un séjour avec les risques de gel quand même, etc. Moi, j'avais la chance d'avoir fait le collège et donc ils m'ont un peu poussé à faire des études. Et j'aimais beaucoup le sport à l'époque. Et c'était un peu mes profs qui m'ont un peu encouragé en me disant mais fais l'école normale et tout, et puis tu verras, tu pourras faire du sport, etc. Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai fait l'école normale, je faisais beaucoup plus de sport que d'études. Enfin, j'ai quand même terminé ces études, mais je n'étais pas vraiment passionné par la pédagogie. Après, j'ai enseigné 6 mois environ, et puis après, j'ai tout de suite démissionné. Puis j'ai commencé les études de maître de sport. Je voulais faire sport, histoire, géographie. C'est ce qui m'intéressait le plus. Et en fait, ça m'a pas vraiment. J'ai bien fait de faire ce rapide passage dans le monde du sport qui m'a pas vraiment passionné parce que c'est un monde quand même qui est beaucoup géré par le marketing, par la performance à l'excès, alors que moi je voyais plutôt le sport comme quelque chose de très éducatif, comme ça, où on se confronte aux autres et puis où c'est une forme de jeu pour s'éduquer. Et donc j'ai quitté ce monde-là et puis je suis parti, j'étais en Afrique, voilà. Et en rentrant, je voulais refaire des études comme ingénieur agronome, avec l'idée de repartir avec ces ONG, etc. Et puis mon père m'a dit, ouais, mais c'est bien gentil, mais déjà, c'est qui va te payer ces études là-bas? Tu n'as pas d'argent. Si tu veux, il y a une école à Changin. Et voilà, puis j'ai commencé l'école de viticulture en travaillant chez lui. Et puis, au fait, j'ai commencé à lire ses bouquins sur la viticulture. Je lisais ça comme des romans policiers. Vraiment, ça me passionnait. La vigne me passionnait. Moi, je n'ai pas tombé dans le vin tout de suite. Alors, c'est l'inverse de toi. On buvait des vins avec mon papa, mais moi, comme je faisais beaucoup de sport, j'en buvais très peu. Mais par contre, la vigne, alors j'allais tout de suite, j'ai toujours aidé mon père. Depuis l'âge de 12 ans, j'allais à la vigne pour l'aider. Et il était super parce que quand il me disait, dis donc, tu as beaucoup de leçons, etc., je savais que si je disais que j'avais beaucoup de leçons, il ne m'embêtait pas. Par contre, si j'avais le temps, eh ben, il me disait, tu ne peux pas venir m'aider pour ci, pour ça, etc. Donc, pas d'obligation, mais je suis allé à la vigne très tôt, mais avec pas cette idée de revenir. Voilà, je te passe la parole. Alors moi, je suis tombé dedans tout petit déjà, il faut dire les choses. Moi, je suis né à un endroit qui s'appelle le Signalais-Chichon, c'est une colline magnifique. Et toute cette colline est vouée à la viticulture et à l'œnologie, j'entends. Hein. Donc il y avait toujours une effervescence. Et puis, à table, il y avait toujours des ouvriers vignerons, et puis des apprentis, et puis il y a des clients qui défilaient, enfin bref. Et j'ai toujours été pas tellement attiré par la vigne. Pour dire franchement, ce qui m'attirait beaucoup, c'était plutôt la cave. Et en fait, on ne laissait pas les enfants aller à la cave. C'était trop dangereux. Mais je me souviens très bien, à 12 ans, j'ai eu ce déclic, parce qu'à 12 ans, on m'a enfin autorisé à faire les vendanges à la cave. Et un jour, j'avise une monstre échelle qui grimpait sur une cuve là-haut. Et puis quand je suis arrivé là-haut, il y avait 5000 litres de Riesling Sylvaner qui étaient en train de fermenter. Et c'était un spectacle, mais totalement hallucinant. On sentait cette force, cette énergie, cette mousse blanche qui arrive en surface, qui repart, qui disparaît, et tout ça. Et donc c'était un spectacle, mais qui m'a vraiment saisi. Je suis resté là-haut peut-être 2 heures là, à regarder ce jus fermenté. Et en fait, quand je suis redescendu, ben là, j'avais compris que mon métier, ça sera le vin, quoi. Et donc à 12 ans, j'avais déjà envie de faire ce métier. Du coup, je ne me suis pas trop posé de questions derrière. Dès que j'ai fini ma scolarité obligatoire, boum, je suis parti en formation. Tous les trois, vous avez été formés à l'école de viticulture de Changin. Au tout début, qu'est-ce qui vous a éloigné de la viticulture industrielle? Bon, je crois que ça, il faut retracer un peu le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, moi je suis né en 60, et en 1960, il arrive les premiers herbicides. Et puis, vous savez, jusque-là, la vigne, eh ben, elle a toujours été travaillée, elle a été sarclée, elle était butée, débutée, on passait des pas de doigts, en fait, on ne laissait pas l'herbe s'implanter.
Et ça allait à peu près, mais le jour où on a commencé à utiliser des engrais, des herbicides, le problème est que tout à coup, la terre, elle foutait le camp au lac. Et donc, à un moment donné, à Changin, il y a eu une prise de conscience de l'érosion, du problème d'érosion, qui était le problème principal. Et puis, c'est là qu'il y a eu les premières tentatives d'enherbement. D'abord, de dire, bon, le désherbant, c'est bien, mais ça pose quand même un certain problème. C'est vrai que c'est pratique pour celui qui doit se battre contre l'herbe, et Dieu sait si on se bat contre l'herbe chaque année, c'est pratique, mais en même temps, on voit bien que du point de vue du fonctionnement du sol, ce n'est pas idéal. Donc là, Changin a dit, OK, écartez vos vignes, laissez de l'herbe au milieu, et puis on désherbera que sous le rang, etc., etc. Puis là, il y a quand même eu, je pense, une prise de conscience de la question de ces produits. L'herbicide étant le dernier, pas le dernier, mais c'est un de ceux qui est arrivé à cette époque. Après sont arrivés ces pesticides et puis toujours des choses un peu plus perverses comme ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, aussi, parce que Changin réalisait qu'il y avait aussi, que ce n'était pas tout blanc, ces produits, qu'il fallait faire attention à leur utilisation, qu'il ne fallait pas aller trop loin. Il y a quand même du côté de Changin déjà une forme de sensibilisation qui se faisait auprès des élèves. Après, ils ont favorisé la mise en place aussi de ce qu'on appelle la production intégrée. Hein, ça a été l'échelon après. Ils ont dit, OK, il faut aller mollo, il faut aller doucement avec ça, modérer vos quantités. Donc, je pense que Changin a quand même été une école qui a toujours eu, j'entends, l'honnêteté de tenter d'enseigner des choses les plus douces possibles. Entre ça et bio et biodynamie, alors c'est encore, ça reste quand même parfois un peu tabou à l'école, quand même aujourd'hui, mais on peut dire qu'ils ont incité notamment la naissance et l'avènement de la production intégrée, ce qui était déjà un pas important. Je vais demander à Raymond comment ça s'est passé, ce sentiment de devoir sortir de cette industrie. Alors je suis dans le même chemin que Raoul, mais il y a eu un événement. Il y avait un concours important qui se faisait, qui s'appelait la Coupe Chasselas. C'était les meilleurs chasselas de Suisse. C'était les années 90, ça. Et on arrivait en général assez bien. Puis en 96, on gagne cette Coupe Chasselas. C'était le premier Vaudois qui gagnait. Je l'ai gagné au Valais, d'ailleurs. C'était sympa, d'ailleurs. Non, c'était sympa parce qu'ils m'ont invité le soir. Ils m'ont dit, toi, on va te saouler ce soir. Ça n'a pas été le cas, mais on a passé une belle soirée. C'était super. Bref. Mais cette année 96, une belle année, solaire, mais assez humide. On avait mis un peu d'engrais au printemps, et puis on se retrouve avec des raisins un peu assez mûrs. On a dû coller. Hein. En collage, c'est quand vous rajoutez un élément. Ce n'est pas des éléments très dangereux, mais enfin, chaque fois que vous faites un collage, ça peut être avec un lait maigre, avec du charbon, avec des gélatines. Ce n'est pas des choses méchantes, mais enfin, chaque fois que vous collez, vous enlevez quelque chose du vin. Vous lui enlevez une partie de son âme. Après, ça tombe au fond, on soutire, il n'y a pas de conséquences. Mais enfin, on avait quand même travaillé ce vin, ce 96. Et puis, on sort meilleur vin suisse. C'est quand même j'étais un peu étonné quand même. Donc, 97, 98, on cherche un peu. Puis moi, je ne me plaisais pas tellement dans cet esprit-là. Et puis, c'est là que j'avais parlé avec Marie-Thérèse, puis on cherchait des solutions quand même. Puis, il y avait un dénommé M. Bouchet, tu te rappelles? Et puis, les deux, Marie-Thérèse et moi, on est un peu des poètes quand même, dans le sens où, au niveau organisation, ouais, M. Bouchet ne pouvait pas venir, mais enfin, je ne sais pas. Puis après, on rencontre Raoul, qui lui est quand même quelqu'un de plus organisé, comme ça. Et on a l'idée de quand même de faire venir ce M. Bouchet. Alors, on organise déjà une visite chez des gens qui pratiquaient la biodynamie. Il faudrait dire un mot de ce François Bouchet. Consultant français, dire un mot. Consultant français qui est dans la Loire et puis qui pratiquait la biodynamie depuis déjà un certain nombre d'années, qui était connu, il avait écrit un bouquin, etc. Et puis quand même un des penseurs importants de la biodynamie. Il y avait Masson, il y avait Podolensky, il y avait déjà des gens assez connus dans ce monde-là, comme ça. Et puis, on l'a convoqué en 99, hein, c'était l'été 99, après avoir été visité. Tu étais venu avec nous, toi, tu étais avec nous en Bourgogne. Ouais, on était un certain nombre, mais enfin, on avait organisé ça, les deux. Et puis, on avait visité ces gens, puis on rentre assez enthousiaste et tout. Puis là, on a invité M. Bouchet
à venir nous faire une conférence. Puis là, on est parti. Voilà. Mais là, vous évoquez un voyage en Bourgogne qui a été, vous l'évoquez comme ça, mais c'est un voyage fondateur pour vous. Je sais que Marie-Thérèse ne faisait pas partie de ce voyage, mais pourquoi c'était un voyage fondateur? Attention, la Bourgogne, nous, on y va 2 à 3 fois par année quand on va ensemble. Donc, c'est pas... on va en Alsace, on va au Piémont, on va partout dans le monde. Hein. Non, mais de ce voyage, vous rapportez quelque chose d'unique, quand même. Oui, mais parce qu'on va 7 fois en Bourgogne, mais on peut aller ailleurs. Je veux dire, c'était pas... Oui. Mais disons, ce voyage a été important parce que on est parti, Raymond, le domaine Henri Cruchon, les Cornulus, il y avait... On est parti comme ça, et au fait, on est parti avec des vignerons, c'est-à-dire nous, on avait aussi nos partenaires vignerons. On est parti en Bourgogne avec eux, on était 12, hein, on n'était pas non plus. Et en fait, on voulait rencontrer le vigneron. On ne voulait pas rencontrer des gars qui font des théories, voilà, perchées plus haut. On voulait rencontrer les gens qui travaillent la vigne. Parce qu'en Bourgogne aussi, il y a des tâcherons. Hein, ce n'est pas toujours le patron qui cultive. Donc nous, on voulait voir les gens qui cultivent. Et on les a vus. Et on a vu des belles vignes. On a visité des gens qui pratiquaient, qui ont décidé de pratiquer, vraiment de reconvertir leur domaine en un seul coup. C'était Surmain au château de Montely. Lui, du jour au lendemain, les 6 hectares, on bazarde tout, on fait de la biodynamie. Bon, ok, on rencontrait des gens comme ça, savoir comment ça se passe, s'ils sont contents, s'ils hésitent toujours, s'ils sont convaincus, bref. Après, on a été visiter un domaine qui était le domaine Le Fleuve, qui lui a eu quand même la particularité de tester, j'entends, de continuer de cultiver en chimie une partie, de cultiver en biologie, en bio-organique, comme on appelle une autre partie, et de cultiver en biodynamie une autre partie, et ils l'ont fait pendant 6 ans. Et après 6 ans, ils ont choisi la biodynamie. Ça nous intéressait de savoir pourquoi. Donc on est allé à la rencontre de ce domaine, et on a eu des très belles réponses aussi à nos questions. Et ensuite, on est allé chez Jean-Louis Trappet, et lui, il était en train, il est à Gevrey-Chambertin, il était en train de commencer à se reconvertir, mais il reconvertissait ses petits terroirs. Ça veut dire, visiblement, il voulait essayer, mais il n'était forcément pas si convaincu au départ. Aujourd'hui, il est tout en biodynamie. Donc, on est allé voir ces 3 personnes, et en fait, d'abord, on a vu des gens convaincus, ensuite, on a vu des gens qui, en tout cas, ne feraient jamais marche arrière. Et puis, on a vu des belles vignes, parce qu'on y était en plein été, quand il y a des choses à voir. Si vraiment il devait y avoir des problèmes sanitaires, on l'aurait tout vu. Et là, on a vu des belles vignes, on a vu des beaux sols, on avait de Thomasy encore avec nous, qui était Monsieur Sol de Changin, et qui était là avec sa pelle, et puis qui pellait là pour regarder ces sols, je me rappelle toujours. Et puis, en fait, c'est des sols qui étaient malléables, qui étaient beaux. Donc, on a vu des belles choses, ce qui fait que quand on est rentré... Il faut dire comment ça s'est passé. On était 12, on s'est retrouvés à une table, c'était chez Jeunet à Arbois, je me souviens très bien, très bonne table. On a bu 12 vins jaunes, donc je crois que le sommelier n'en a jamais vendu autant d'un coup. Et en rentrant, on était tous d'accord qu'il fallait y aller. C'est là qu'on a cherché François Boucher, parce qu'on a dit on va y aller, mais on y va avec qui? Parce qu'on ne va pas y aller comme ça à l'aveugle, il faut qu'on soit accompagné dans cette démarche. On appelle ça un consultant. François Boucher, ça a été votre référence, oui, disons. Marie-Thérèse, alors là, c'est un petit peu plus tôt, c'est 97. Comment vous découvrez tout ça? C'était le domaine de Chapoutier à Tel-Hermitage qui était venu chez nous parce qu'ils voulaient planter de la petite arvine. Et puis, ils étaient venus chercher des greffons. Enfin, on leur avait fait une dégustation. Puis, pour nous remercier, ils nous avaient invités à visiter le domaine. On était 8 vignerons avec Joris, Marie-Bernard, en fait, toute l'équipe de Valaisan. Et puis, quand on est venu visiter ce jour-là, il y avait François Boucher qui nous a fait une conférence sur la biodynamie. Puis, montrer le domaine, visiter le domaine, expliquer la méthode. Et pour moi, ça a été vraiment le coup de foudre. Cette méthode, je ne savais pas que ça existait. Je n'avais jamais entendu parler ni de les écoles Steiner, vaguement, je ne savais pas ce que c'était. Mais vraiment, aucune idée. Puis ça m'a tellement parlé, ça a vraiment été le coup de foudre. Me dire, c'est possible de faire autrement. Parce qu'en Valais, on faisait aussi la lutte intégrée. On avait un monsieur super qui s'appelait Augustin Schmitt, qui nous a beaucoup poussé à la tolérance pour les produits et tout. Mais chaque fois que je devais mettre des désherbants, c'était vraiment l'angoisse d'en mettre trop. C'était toujours un stress, cette méthode de travailler avec les produits de synthèse. Vous me parliez même de souffrance. Oui, c'était pour moi, j'adorais la vigne, mais je n'aimais pas la manière comme je la travaillais. Il y a quelque chose qui était contre ma nature, qu'est-ce que j'avais envie de faire, mais je ne savais pas que c'était possible de faire autrement.
Et François Boucher nous a tellement expliqué les lois du vivant, les lois, et c'était extraordinaire. Et puis, moi, je voulais commencer petit à petit. Et puis, quand j'ai su que Raoul et puis Raymond, ils ont fait venir M. Boucher, eh ben, ça a été qu'il est venu aussi chez moi comme consultant. Ça a été génial parce que les premières années, j'ai vraiment tâtonné. Hein. J'ai commencé petit à petit avec un hectare, et puis lui, il fallait 2, ça aussi. Mais c'était, pour moi, c'était vraiment... je vous dis toujours cette image, c'est comme si vous viviez dans une petite, avec une toute petite fenêtre, vous voyez, pas beaucoup dehors. Puis la biodynamie, c'est comme si tout d'un coup, j'avais ouvert une immense fenêtre avec un océan, avec plein de possibilités grandioses, quoi. Le cosmos entier qui vient vers nous. Alors, on voit à différentes époques, nos 3 invités sont convaincus par la biodynamie, mais Raoul, racontez-nous comment vous avez dû convaincre vos propres partenaires dans votre domaine, parce que ce n'est pas le tout d'être convaincu soi-même, encore faut-il travailler avec des gens qui changent de méthode de travail. Alors ça, oui, effectivement, comment vous dire ça? En fait, très vite, j'avais une idée de ce que je voulais faire de mes vins. Ça veut dire quelle expression je voulais donner à mes vins. J'avais une idée assez précise. Et pour moi, vous savez, ici, on est très marqué par le chasselas, qui est notre cépage hégémonique. Et vous savez, le chasselas, il a une seule vocation, c'est d'exprimer le lieu. Parce que s'il n'exprime pas le lieu, honnêtement, il n'a pas grand-chose à exprimer. Et pour moi, c'est donc tout à fait essentiel qu'on aille vers des techniques qui vont exprimer au mieux le lieu, donc la minéralité. Et comment peut-on y arriver? Alors, il se trouve que j'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger. J'accompagnais un ami qui était importateur de vin en Suisse, qui l'est toujours d'ailleurs. Et ses goûts étaient très éclectiques et ses clients étaient des gens assez fortunés. Du coup, ça nous a ouvert des portes de très grands vignerons. J'ai eu un électrochoc en particulier en allant plusieurs fois déguster au domaine Leroy, à Vaune-Romanée, la Loubise Leroy, qui est une pionnière de la biodynamie en Bourgogne. Et il y a eu des dégustations, mais vraiment qui ont été pour moi des chocs. Qui m'ont empêché de dormir la nuit parce que je me disais, mais il y a encore des océans qui nous séparent de pareilles expressions de la minéralité. Et puis, du coup, j'avais vraiment envie de pousser avec nos partenaires vignerons. Donc, j'organisais des dégustations. Aussi, en travaillant sur le chardonnay, par exemple, parce que ce qui fonctionne avec le chardonnay, ça a fonctionné avec le reste. Et puis, on se comparait avec le Nouveau Monde. Puis, je trouve qu'avec le Nouveau Monde, on était bien, s'agissant de la minéralité. On faisait des vins... quand même plutôt dirigé vers la minéralité, etc. etc. Et puis, un jour, en fin de dégustation, je mets un chardonnay de la Loubise Leroy à l'aveugle, là, et ça a été, boum, un caillou qui arrive là sur la table. Et c'était très fort comme différence. Et là, c'était aussi voulu, hein, forcément, c'était pour montrer quel travail on avait encore pour arriver là. Puis ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver là? J'ai dit, bon, ben, la Loubise Leroy, elle est en biodynamie. Alors peut-être que la biodynamie, c'est un chemin. Vous les avez convaincus par le goût. Par le goût. Nous, on est arrivé à la biodynamie par le goût, exactement. Et du coup, bon, ben voilà, donc on était contents. Moi, quand je suis sorti de cette dégustation et que tout le monde m'a dit, ben, pourquoi pour la biodynamie? J'ai dit, bon, c'est là que j'ai dit, on va organiser un voyage, là, parce qu'il faut aller à la rencontre de ceux qui travaillent la vigne pour savoir de quoi on parle, là. Voilà. Est-ce que vous étiez des militants à l'époque? Non, moi je ne pense pas qu'on était des militants. On avait déjà assez à douter avec nos doutes propres. Il fallait déjà s'occuper de ça. D'ailleurs, on peut encore le dire, on en parlait dans la voiture tout à l'heure, on n'a pas beaucoup fait de disciples. Même à l'heure actuelle, en fait, nous, à Féchy, on est 2. Vous étiez peu nombreux, vous restez peu nombreux, mais très unis. Parlez-moi de la façon dont vous partagez vos expériences, vos expérimentations. Vous me disiez que vous n'aviez pas de secret les uns pour les autres professionnellement. Comment est-ce que vous partagez tout ça? C'était pas mal à l'époque, on faisait une fois par année... on se voyait entre vignerons qui faisaient de la biodynamie et chacun donnait un peu son témoignage, ses expériences, ce qui avait réussi, ce qui n'avait pas réussi, pour s'aider. Parce que je pense que la biodynamie, ce qui est extraordinaire, c'est le partage. Tout seul dans son coin, déjà la vigne, c'est difficile et je pense qu'on est beaucoup porté par
par ses collègues, ses amis, pour pouvoir aller de l'avant, parce que la viticulture, c'est, comme il a dit Raymond, c'est quand même beaucoup de stress avec tous les aléas climatiques qu'il peut avoir. Donc, si on est ensemble, on est beaucoup plus porté, puis c'est beaucoup plus... On sort de là, c'est comme si on avait, comment on pourrait dire, repris pour une année du courage et de l'énergie en s'apportant, en s'échangeant nos expériences, aussi nos doutes, les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché, etc. On peut prendre un exemple d'expérience que vous partagiez ou que vous partagez encore, des doutes, vous avez des terroirs différents, des sols différents, ça ouvre des opportunités pour réfléchir ensemble. Un exemple. Par exemple, on était quand même presque tous des cantons différents. Il y a par exemple le Tessin qui ont beaucoup de problèmes du mildiou parce qu'il y a beaucoup de pluie. Nous, en Valais, on avait beaucoup de concurrence d'herbe, beaucoup de problèmes d'azote dans les mous pour les fermentations. Donc, on a peu d'argile dans les sols. Donc, on avait chacun donnait ses exemples. Je te rappelle, il y en avait un Tessinois qui parlait pendant des heures. Ah oui. Alors, non, puis après, c'est aussi les échanges en dégustant. Voilà, j'ai pu faire ça. Oui, des échanges. Je n'ai pas un exemple précis à vous donner. Mais tous les cantons sont tellement différents. C'est très enrichissant. On faisait des voyages d'études aussi. Après, on a fait aussi avec M. Masson des voyages d'études dans différents... M. Masson, ça a été un de vos professeurs. Oui, parce que quand on a fait s'inscrire pour le label Déméter, c'est lui qui donnait les cours d'introduction. J'ai suivi en 2003 et on a vraiment sympathisé. Puis lui, il faisait beaucoup avec des groupes d'études. Alors, on parle d'aventure parce que dans une aventure, il y a des risques. Concrètement, quels risques est-ce que vous preniez en sortant d'une agriculture industrielle, d'une viticulture industrielle? Alors là, les gens ne se rendent pas tellement compte, mais en fait, on prend beaucoup de risques déjà de perdre la récolte, complètement. Les gens ils croient que parce qu'on fait de la biodynamie, ça se fait comme ça. Mais non, au contraire. Vous pouvez tout perdre rien qu'en vous ratant 3 jours sur un traitement contre le mildiou. Parce qu'il faut bien dire que quand on pratique la biodynamie, on a quand même le droit de mettre du cuivre et du soufre. Et sans ça, pour le moment, on est mort. Et évidemment qu'on a beaucoup baissé les doses. Mon père, je pense qu'il mettait 15 kilos par année. Nous, on n'est déjà pas très contents si on en met 2,5. Et même ceux qui sont conventionnels à l'heure actuelle, ils en mettent des fois même plus que nous, en ayant d'autres produits de synthèse. Mais le fait, c'est la magie. Le côté difficile, c'est de le mettre à toute petite dose, de passer au bon moment. Vous avez, par exemple, vous traitez le lundi, il pleut le mardi. Il faut retraiter dans les 3 jours. Parce que le cuivre, il va être lessivé. Et vous en avez mis, peut-être au lieu d'en mettre 1 kilo, vous en avez mis 50 grammes. Donc ça, c'est quand même capital. Donc vous pouvez perdre une récolte. Moi, j'ai vu des copains qui ont tout perdu. Même encore à l'heure actuelle. Je rentre là, j'étais dans le sud, trouver des collègues. Ils n'ont pas besoin d'en mettre beaucoup, mais ils n'ont pas l'expérience du mildiou. Et l'année passée, il y avait des zones où ils avaient eu de l'eau, de la chaleur, donc du mildiou. Ils ont tout perdu. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement pour tous les trois? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez été sur le point de revenir en arrière? Non, alors j'ai jamais eu envie de revenir en arrière. J'aurais pas pu. Mais bien sûr que des découragements, j'en ai, mais que je sois en biodynamie ou pas en biodynamie, j'avais déjà ces découragements avant de trouver des choses. Mais je dis, pour lutter contre le découragement, c'est vraiment l'amitié entre collègues, le soutien de toute la profession, de cette énergie qu'on a entre vignerons. Je trouve qu'entre vignerons, on a peut-être plus de contacts que dans certains autres métiers. Enfin, peut-être j'idéalise un peu, mais... Ce que je comprends, c'est que la petite communauté de viticulteurs qui travaillent en biodynamie, elle est très soudée, elle est très unie, et c'est ça qui vous soutient. Oui. Et on peut dire par opposition aux viticulteurs, disons, conventionnels, qui sont plutôt séparés les uns des autres. Non, alors je ne voulais pas dire ça. Je ne séparais pas le vigneron biodynamie du vigneron. Voilà, je trouve qu'on a une communauté dans les vignerons. Moi, j'ai des très bons copains qui ne sont pas en biodynamie. Mais je dis, on est porté. Alors, on a plus à partager peut-être parce qu'on a des autres soucis avec des vignerons en biodynamie. Mais c'est plutôt cette profession, l'amour de la vigne, qui nous fait qu'on arrive à rester courageux. Et en fait,
on se dit encore beaucoup plus de choses, je trouve, qu'on cave. Parce qu'on cave, chacun a l'impression qu'il a fait le bon assemblage, qu'il a cueilli au bon moment. Mais en vigne, le résultat, tu le vois sur 5 ans. Tu sais, c'est pas immédiat. Chacun a raison au départ. C'est après 5, 10, voire 15 ans des fois. Nous, on a commencé, on faisait encore, il y avait des vins où on ne faisait pas la malolactique. La malolactique, c'est quand vous empêchez un acide fort de devenir un acide plus faible, donc d'avoir des vins plus ronds. Il faut 10 ans peut-être pour avoir cette minéralité qui est issue un peu de ce travail dans les sols, etc., pour commencer à avoir tes acidités qui s'améliorent et cette minéralité qui apparaît progressivement. Donc, tu n'as aucun problème à dire à tes collègues. D'abord, ils n'ont pas les mêmes terroirs. C'est fou. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir nous trois. Là, on a eu le même socle de travail, mais on n'est pas dans les mêmes endroits, on n'a pas les mêmes mentalités. On a abordé cette biodynamie de façon différente. Et ça, c'est ça qui fait aussi la richesse de ces transformations et la richesse du métier. Justement, on dit qu'un vin issu d'une production respectueuse du vivant exprime mieux le terroir et le cépage qu'un vin conventionnel. Expliquez-moi pourquoi. Je veux bien tenter. Disons, d'une façon générale, si vous voulez exprimer le sol, il faut que ce sol soit vivant. Donc un sol, c'est vivant. Alors, on y enterre nos morts dans la terre, mais c'est extraordinairement vivant, un sol. Et on sait que la biomasse qui vit dans le sol est au moins aussi importante en poids que la biomasse qui vit sur le sol. Donc, un sol, c'est vivant. Et donc, si vous voulez exprimer ce sol, il faut qu'il soit vivant. C'est facile à comprendre aussi, dans le sens où un sol qui est vivant, c'est un sol qui est facile à travailler, qui est meuble. C'est un sol qui n'est pas, si possible, pas tassé. C'est un sol où l'oxygène peut descendre, descend par elle-même, descend par l'eau qui pénètre dans les sols, etc. Un sol qui dysfonctionne, c'est un sol où l'eau reste en surface, et puis il emmène toute la matière organique qui est en surface, et puis ça c'est de l'érosion, etc. Un sol qui est sain, il absorbe l'eau, et l'eau qui descend avec de l'oxygène, etc. Comment voulez-vous qu'une racine puisse aller coloniser la roche-mère si elle n'a pas d'oxygène au fond? Elle peut simplement juste pas descendre, elle ne descend pas, elle crève avant. Donc elle va rester dans la zone superficielle, et dans la zone superficielle, ce n'est pas là qu'on a le terroir. Là, on est dans la terre végétale, donc ce n'est pas la terre végétale le terroir. Le terroir, c'est la roche-mère qui est dessous. Et donc il faut que ces racines puissent aller coloniser les fonds. Donc la biodynamie a ceci d'intéressant que non seulement elle n'utilise pas de produits qui tuent le vivant du sol, mais elle a aussi des préparations comme la 500 notamment qui encouragent le vivant du sol. Donc il le stimule. Et donc il y a avec la biodynamie un travail spécifique sur le vivant du sol. Partant, c'est un peu l'idée, c'est d'avoir des sols qui sont plus vivants et donc des vins qui expriment mieux ce sol. Voilà, on peut dire ça comme ça pour rester simple, parce qu'évidemment, dans la réalité agronomique, il faut aller encore un peu plus dans le détail, mais si on n'a pas plus de connaissances, c'est déjà pas mal de savoir ça. Je disais tout à l'heure, exprimer le terroir et le cépage. Oui et non, parce que finalement, on a un ami en Alsace, qui est Jean-Michel Daïs, qui lui dit non, le cépage, c'est pas du tout important. Il n'y a que le terroir qui compte. Et lui, il complante tous les cépages alsaciens, et donc, voilà, dans la même vigne, et en fait, ils vont par terroir, mais dans la même vigne, il y a du Riesling, du Pinot Gris, du Gewürztraminer, du Johannis, enfin, tout ce qu'on peut trouver d'alsacien, et puis en fait, ils vendent un terroir. Et il dit non, c'est pas le cépage. Alors bien sûr, vous savez, il y a quand même une relation entre le cépage et son pays. Il y a des traditions, il y a une culture. Le Vaudois, ça fait 2000 ans qu'il vit avec le chasselas, où il est quand même, il est très, très marqué par cette histoire. Mais Raymond, il fait aussi de la contemplation, de la complantation, parce que contempler, il contemple toujours. Non, mais Raoul, jusqu'au 19e, la plupart des vignobles européens étaient souvent complantés, avec peut-être
des cépages peut-être majoritaires. Même, ouais. Et c'était des vignobles où on ne s'occupait pas tellement du cépage. Même pas de la couleur. Même pas de la couleur. Les Bordelais, ils vendaient du rosé. C'était un rosé pendant longtemps parce qu'ils mélangeaient les cépages. Et c'était pas faux dans le sens où il y avait moins d'attaques. Quand vous avez une population complète, il y a certains cépages qui sont plus sensibles, moins sensibles à des maladies. Et c'est en fait le phylloxéra, le mildiou, l'oïdium, qui sont arrivés à peu près tout le temps dans les années 1860, comme ça, et qui ont fait que les vignerons, après, vous connaissez un peu le principe, ils ont dû acheter des porte-greffes américains, et puis commencer à traiter. Et c'est là qu'ils ont choisi peut-être les cépages qui étaient majoritaires. Mais tous les terroirs ne l'ont pas fait. La Tourneuve-du-Plat, pas toujours 13 différents. Les Italiens, souvent, ils peuvent mettre. Même le nord des Côtes-du-Rhône, avec leur Syrah, ils ont le droit de mettre du Viognier dedans. C'est issu de ces époques-là. Donc, il y avait des cépages majoritaires, mais c'était souvent complanté. Donc, voilà, terroir, cépage. Excuse-moi. Non, mais tu as raison, c'est vrai. Non, mais on est bien d'accord. Non, je voulais juste... oui. Alors, on est ici dans un salon du vin nature et je voudrais savoir si, au fond, on peut dire que pour chacun de vous, le vin nature a été une suite logique de votre engagement dans la biodynamie. Est-ce qu'on peut dire ça ? Je ne dirais pas que c'est une suite. Moi, ce qui était une suite logique de la biodynamie, c'était de faire avec nos levures qui sont sur le raisin, de faire avec les levures indigènes, de faire le minimum d'intrants, de laisser vraiment le vin vivant. Mais ce n'était pas le vin nature, c'était parce que je ne pense pas que je ferais tous mes vins en vin nature. Déjà parce que j'ai des cépages comme la Marsanne des Côtes-du-Rhône, qui a des pH très hauts, qui est très difficile de faire en nature, sans avoir des déviations. Donc, je ne vois pas ça comme but ultime d'arriver là. Par contre, minimum d'intrants, oui. Ça ne me verrait pas l'idée de, comme je faisais avant, la biodynamie, de mettre des levures du commerce ou des choses comme ça. Mais par contre, je suis passionnée par les vins nature parce que ça m'apprend aussi beaucoup sur le reste, comment nos comportements, comment nos décisions ou nos gestes comptent en cave. De temps en temps, je pourrais même me dire, tiens, j'étais trop brusque avec ce vin. Que le vin nature m'a appris à être beaucoup plus douce avec le vin, plus respectueux parce que lui, il est plus sensible. On voit tout de suite vite ce qu'on fait de faux, disons. Ce que je comprends, c'est que pour vous, le vin nature, la production de vin nature vous a apporté des éclairages sur la production des autres vins que vous aviez. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous ? Oui, on apprend à faire confiance au vin. Un peu. C'est ça un peu le but. C'est qu'on se rend compte qu'on arrive à vivre très bien. La dernière étape, c'est quand même le soufre. Et on n'aime pas trop le soufre. Quoique, il ne faut pas non plus exagérer, parce que quand vous consommez 3 abricots secs, séchés, qui sont bien oranges, vous allez consommer autant de soufre que dans une bouteille de vin. Il ne faut pas oublier ça. Du soufre, vous en avez dans toutes les boîtes de conserve, dans tous les produits, même les salades qui sont sous vide, vous en avez partout du soufre. Il ne faut pas oublier ça. Donc le soufre dans le vin, ce n'est pas si difficile que ça. Mais pour nous, c'est vrai, si on peut s'en passer, c'est vraiment un plus. Mais, par exemple, chez nous, on arrive très bien dans le blanc, mais dans le rouge, souvent, on a des déviations et on finit par en mettre. Donc, total, l'année passée, on a mis du soufre assez rapidement. On ne veut plus avoir tout le temps ces problèmes de déviation, ces nouveaux faux goûts qui sont les Brettanomyces, ces goûts comme tu dis, de basmati, etc., qui ne sont pas des goûts qui m'intéressent. Alors, peut-être qu'on est déjà... Moi, je suis vieux. Ces goûts-là, moi, j'aime les vins quand même qui ont une pureté, qui me transportent comme ça. Raoul, est-ce que le vin nature, c'est une suite logique de l'engagement dans la biodynamie ? On peut voir ça comme ça. Je n'ai pas toujours fait cette relation biodynamie-vin nature. Moi, j'ai pensé à faire des vins nature, j'avais 16 ans. Alors, vous voyez, on ne parlait même pas de biodynamie, je ne savais même pas que ça existait, mais je me suis toujours posé la question de savoir, mais pourquoi ce vin-là qui a traversé toutes les civilisations depuis des milliers d'années, qu'il est là, qu'il accompagne l'homme, qui représente tant de symbolique, pourquoi il a besoin de soufre, quoi? C'était quand même une question que je me suis posée adolescent, quoi, quand j'étais tout jeune à vinifier ses premiers vins. Pourquoi le soufre? Ça a toujours été une question qui était un peu derrière ma tête. Et après, je me suis dit, c'est bon.
quand tu auras remis ton domaine, que ça sera la nouvelle génération en place, je m'occuperai de ça, ça sera mon petit truc de vieux que je vais faire dans mon coin. Et puis ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment, et ça ne se passe jamais comme on imagine. Il se trouve que tout à coup, il est arrivé cette tendance vin nature. Alors, Catherine, qui a aussi une hypersensibilité, je dirais, comme beaucoup de jeunes, sur des formes d'intolérance dans la nourriture, etc. C'est assez rapidement quand même devenu une question au domaine. Et puis, j'ai dit, bah oui, bah, si on doit faire des vins nature, il faudrait peut-être les faire maintenant, parce qu'il y a quand même ce mouvement. Et du coup, ça s'est arrivé comme ça. Vous savez, cette évolution, quand même, il faut aussi redire un peu comment c'est arrivé. En fait. Il y a quand même eu une influence assez importante, un rôle joué important, qui a été le Noma à Copenhague, qui a été élu plusieurs fois meilleur restaurant du monde. Et puis ce restaurant, c'est un restaurant qui fait une cuisine très particulière parce qu'il travaille sur la fermentation des légumes. Hein. Donc beaucoup de choses qui sont servies chez lui, c'est vraiment des légumes fermentés, des champignons fermentés. Et donc il y a une espèce de retour à la fermentation. Ce qui est aussi une réponse logique au fait qu'on ait mangé stérile à peu près pendant 30 ans. Là, on n'arrête pas de manger pasteurisé, stérile, et tous les gens, ils n'ont plus d'estomac, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'intestin, il n'y a plus de bactéries. Là, on refait fermenter des légumes, on remet des kombucha, tout ça, tous ces trucs-là, on remet de la bactérie et de la levure dans les intestins. Vous voyez, c'est aussi un mouvement qui est aussi une réponse à une évolution. Et puis, quand vous dégustez cette cuisine, le vin nature, il est cohérent. Vous mettriez un vin académique, pour j'ose ce terme, il ne va pas avec ce style. Et il y a vraiment une harmonie qui se fait entre cette cuisine et puis les vins nature. Et alors le Noma, il avait 80% de sa carte, c'était des vins du Jura, qui utilisent très peu de soufre, c'est historique parce qu'ils ont aussi des pH, Marie-Thérèse évoquait la question du pH, qui sont beaucoup plus favorables, etc. Et puis ce Pierre Auvergnat, qui est le plus simple et le plus modeste des paysans vignerons du Jura, pour l'avoir connu longtemps avant qu'il soit une star, et qui tout à coup devient une star parce que lui, il n'a jamais mis du soufre dans ses vins. Donc, vous voyez, et puis il y a ce mouvement, puis c'est un mouvement qui est quand même très implanté. Enfin, je constate aussi le succès de cette magnifique exposition, et on sent bien qu'il y a ce mouvement. Moi, ce que j'aime dans les vins nature, c'est leur spontanéité. C'est très spontané. Bien sûr, c'est une autre esthétique. C'est absolument clair. Le pire, c'est de vouloir comparer. On fait une erreur terrible de vouloir comparer. Ma fille dit une chose très juste, elle dit quand on met des sulfites, on peut faire de la musique classique. Les vins nature, c'est free jazz. Et donc, on peut aimer la musique classique, on peut aimer le jazz, le free jazz, on peut ne pas aimer l'un et adorer l'autre et inversement. Moi, je dis pas comparer. En tout cas, ce n'est pas de musique comparable. Et ben là, on est devant deux esthétiques qui ne sont pas comparables. Après, dans les vins nature, ils ont leur personnalité. Quand c'est déviant, bon, deux choses l'une. Si la déviation, elle était déjà présente en cave, pour moi, on est dans une forme d'imposture, quand même. Vous voyez? Par contre, on ne peut pas exclure qu'il y ait des déviations qui arrivent en bouteille. Ça veut dire que votre vin, vous le mettez en bouteille, il est tellement bon, c'est parfait. Et puis, tout à coup, 6 mois après, tac, il y a une déviation. Ça, on ne peut pas l'exclure parce qu'évidemment, ça reste un biotope, le vin nature, il y a tout qui est dedans. Et puis, on ne peut pas exclure qu'il y ait des déviations. Quand vous dites une déviation, est-ce que c'est purement subjectif ou est-ce qu'on peut repérer ça? Est-ce qu'on peut quantifier une déviation ou ce qu'on appelle aussi un défaut? C'est très complexe parce qu'on a affaire ici à des phénomènes biochimiques qui peuvent être très complexes. Je ne sais pas, si je prends un Brettanomyces, c'est une levure. Elle est là, il y en a dans tous les vins, avec et sans sulfite. Dans tous les vins, il y en a avec des quantités plus ou moins importantes. Alors, ça peut se mesurer, nous le faisons. S'il y a un risque, on ne va pas prendre ce risque d'aller en bouteille avec un vin qui a une quantité de Brettanomyces qui fait qu'il pourrait y avoir, disons, des chances d'avoir un. Mais la Brettanomyces, pour qu'elle se développe, il faut qu'il y ait un petit peu de sucre résiduel. Mais il ne lui faut pas beaucoup. Il lui faut peut-être 0,1, 0,2, 0,3 grammes de sucre résiduel par litre. Ça lui suffit comme support pour commencer son travail. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dégrader des éthylphénols, tout un bazar, et votre truc, il pue le cheval. Bon, c'est pas très agréable, quoi.
il y a des gens qui se plaisent avec ça, mais moi, ça pour moi c'est déviant, mais vous y pouvez rien. Vous faites un enfant, il tombe malade. Il tombe malade, quoi. C'est pas, vous avez fait quoi? C'est pas de votre faute qu'il tombe malade. Ça arrive qu'il y a des vins qui tombent malades. Donc, s'il tombe malade, on va essayer de tout faire pour le soigner quand même. On va pas, vous voyez, on va pas le laisser vivre avec sa maladie. Alors, il y a un peu tout ça. Alors, on peut être victime d'une évolution en bouteille. Il peut y avoir de la réduction aussi. C'est-à-dire, votre vin, il est bien que vous l'avez mis en bouteille, et puis tout à coup, il part en réduction. C'est bien parce que s'il part en réduction, pendant qu'il réduit, il ne s'oxyde pas. Au moins ça. Donc, on peut dire qu'il monte en résistance par rapport à l'oxydation. Donc, il va réduire. Mais comme ce n'est pas figé par du soufre, ça, ce n'est pas grave. À un moment donné, ça revient, et puis tout à coup, il est de nouveau bien. Donc ça, c'est pas grave, la réduction. Mais les gens, quand ils débouchent une bouteille et puis que ça sent le cul de poule, ils n'ont pas forcément notre vision là. Nous, on est œnologues, on fait que de jouer avec ça. Eux, ils ne savent pas. Alors on dirait, ben oui, mais vous attendez 5 minutes, ou vous débouchez la bouteille la veille ou le matin, ou vous la carafez, et puis il y a de fortes chances, vu qu'il n'y a pas de soufre, que ça s'en aille. Juste que ce sont des vins, il faut être initié pour les boire. Il faut avoir une initiation. Il faut connaître un peu ces petites choses. Ça fait partie du jeu des vins nature. Ce que je trouve fascinant dans votre manière d'élever des vins, c'est que vous êtes dans une perpétuelle réflexion pour savoir si vous intervenez ou si vous n'intervenez pas. On sent l'aventure, on sent l'expérience, on sent les doutes, on sent les joies aussi. Et je voudrais pour terminer vous demander, est-ce que pour vous, le vin est une nourriture ? Oui, pour moi, c'est une nourriture, ce n'est pas une simple boisson. Et puis, ce que je trouve avec le vin, c'est ce qui va le mieux. Peut-être on pourrait voir peut-être certains thés, mais c'est ce qui va vraiment le mieux pour accompagner la nourriture. Donc, je trouve que c'est un complément, c'est deux nourritures qui vont vraiment bien ensemble. Le vin, c'est vraiment un magnifique accompagnement, déjà pour la détente, pour la joie, pour les goûts ensemble. Moi, j'ai fait une petite bouteille en 2013, j'ai commencé à faire un vin nature parce que les vins nature, c'est vrai que c'est très vivant. Puis si on arrive à en faire un, c'est beaucoup de satisfaction. Et j'avais fait en 2 décis comme vin nourriture. Comme ça, c'est 2 décis, si on ne dépasse pas, c'est bon pour la santé. Et puis, ça va bien, et puis ça peut être vraiment pour accompagner son sandwich, et puis, etc. Donc, je l'avais appelé vin nourriture, puis bien sûr que je l'avais fait sans sulfite, nature, sans intrants, sans filtration, pour faire un vrai vin nourriture. Mais 2 décis, ça dépend du poids. Oui, oui, j'ai appris ça, que ça dépend du poids. Alors, 1 décis, soi-disant, pour les femmes et les Asiatiques qui supportent moins bien le vin, puis 2 décis, 2 décis pour les hommes, ou bien un verre chacun quand on est 2, je trouve que c'est sympa. Petite bouteille de... Le problème, c'est que c'était tellement bon, agréable, et que c'était que, pour finir, on en ouvre plein de petites. Puis pour finir, on a bu plus que la bouteille. Raymond, est-ce que le vin est une nourriture pour vous ? Bon, déjà, le vin, c'est 8000 ans d'histoire, c'est une civilisation, et donc il y a cette façon déjà l'homme, depuis le départ, il a utilisé la levure pour transformer. Bon, il fait du pain, on fait du fromage, on fait toutes sortes de choses avec des levures, hein, même le cacao, le chocolat, le café, le thé, tout ça, c'est des produits fermentés, parce qu'on augmente la complexité du produit. Donc, quand vous buvez un jus, eh ben, vous n'avez jamais la complexité d'un vin, parce que la levure, elle a amené des compléments incroyables. Et il y a cette partie, pour moi, qui est importante dans la nourriture, c'est aussi de s'élever, c'est aussi d'avoir une émotion quand on mange. On mange et on boit, et il faut avoir du plaisir. C'est un des plaisirs principaux qu'on a dans la vie. Hein, c'est sûr, il y a la musique, il y a la peinture, mais manger, c'est 2 fois par jour minimum. Et donc, c'est quand même capital qu'on ait du plaisir. Boire, ce que je comprends, c'est que la nourriture, pour vous, est liée à l'émotion. Voilà, c'est capital, ça. Et je dirais, évidemment, c'est une nourriture, mais pour rebondir sur l'élévation de Raymond Pacaud, c'est la nourriture de l'esprit. Et dans cette symbolique, prenez ce pain et ceci est mon corps, le pain est nourriture du corps, le vin, mon sang, nourriture de l'esprit. C'était notre meilleur homme de marketing. Donc,
Et pour continuer sur l'élévation, et parce que Raymond fait allusion à un jus, vous buvez du jus de raisin. Bon, ben, vous buvez du jus de raisin, ben, ça ne va pas faire longtemps que vous devrez aller aux toilettes parce que ça va vous lâcher le ventre et donc ça va descendre. La fermentation va purifier tout ça, va complexifier tout ça et d'une boisson, si vous voulez, sucrée, lourde, pesante et finalement qui vous lâche le ventre, vous retrouvez devant une boisson spiritueuse, n'est-ce pas? Fine, élégante, qui monte à la tête. Donc d'un côté, ça descend dans le ventre et de l'autre, ça monte à la tête. On est devant deux choses complètement différentes. D'où quand même, certainement, cette symbolique très forte qui a transcendé toutes les civilisations et qui est toujours là aujourd'hui comme nourriture de l'esprit. Merci à vous pour cette conversation. Je vous laisse tout de suite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous laisse tout de suite la place pour poser vos questions. Merci pour tous ces témoignages, c'est super intéressant, super passionnant de vous entendre les trois. Moi j'ai une question un peu peut-être technique, mais lorsque vous constatez justement qu'un vin il a une déviance ou un défaut, peut-être avant la mise en bouteille, vu que vous n'êtes pas dans une vinification traditionnelle, quels moyens vous avez à disposition justement pour contrer ces défauts? Et est-ce que vous dites, je vais mettre du soufre et ça va devenir, vous allez le mettre dans une autre gamme de vins, ou qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour ça en fait? Les risques liés à ça? Alors, le soufre, dans tous les cas, parce que ça reste, si vous voulez, souvent quand il y a une déviation, elle est souvent bactérienne. Or, de deux choses l'une. Soit elle est bactérienne ou levurienne, donc le soufre va agir comme... il ne va pas tuer, mais il va endormir tout ça, il va bloquer les phénomènes qui se sont installés. Soit, par contre, c'est une réduction. Il ne faut surtout pas mettre du soufre si vous êtes en face d'une réduction, puisque vous allez bloquer la réduction dans cet état. Alors là, c'est plutôt des soutirages ou quelque chose. Dans tous les cas, si c'est une réduction, ce n'est pas un problème. J'entends, c'est momentané. On arrive à maintenir l'objectif de vouloir faire un vin nature. Si c'est déviant, à un moment donné, il faut se casser le bras, comme on dit. Il dit non, c'est terminé. On n'a pas travaillé jusque-là pour que ça finisse par être quelque chose de pénible à boire. Donc, on va mettre des sulfites, le truc va s'arrêter là, et c'est quand même nos métiers d'identifier la question le plus vite possible, le plus tôt possible dans la déviance, de façon à ce qu'une fois qu'on ait mis des sulfites, souvent ça nettoie un peu le milieu aussi au niveau aromatique, etc. Et puis derrière, il faut un autre projet pour ce vin. Ça nous est, je crois, tous arrivé. Enfin, moi, ça nous est aussi arrivé. Une année, je me souviens d'avoir un rouge qui restait 2 grammes de sucre. Ce sucre, il se digérait tous les jours un tout petit peu, mais il y avait le volatile qui montait. Dernière analyse, on la reçoit un vendredi soir, c'était remonté de 0,1. J'ai dit, c'est bon, on passe pas le week-end, quoi. À un moment donné, on a mis des sulfites parce qu'on était à peu près sûr que ce vin-là, on n'arriverait jamais à le mener nature. Et puis on en a fait autre chose. Le vin n'était pas fini pour ça, mais évidemment que d'une étiquette que vous aviez prévu de faire, il faut imaginer autre chose. Et puis il n'y a pas eu de ce vin-là cette année-là. Voilà, il faut être juste avec ça, c'est comme ça. Je ne sais pas, vous avez eu aussi des expériences. Raymond l'évoquait tout à l'heure. Oui, alors notre métier, c'est justement de suivre le vin. Nous, on déguste depuis les vendanges jusqu'à Noël, on déguste tous les matins. Et après, bien sûr, il y a le froid qui arrive dans les caves. Donc, en général, déjà, là, on voit s'il y aura des cuves qui nous posent des problèmes. Mais normalement, on anticipe beaucoup ce genre de truc. Moi, je me laisse pas aller jusqu'au mois de mars ou avril. Si le vin, il traîne et tout, je mets du soufre avant. Ça, je vous le dirais franchement. Et puis, si on a un autre problème, on va il faut de la patience de nouveau pour faire du vin. On va le laisser tranquille. Il reste 2 grammes. Bon, évidemment, s'il monte volatile, c'est un peu compliqué. Mais autrement, des fois, il ne se passe pas grand-chose, puis on attend. Et puis, on en parlait tout à l'heure. Toi, tu dis que tu as eu un vin qui t'embêtait, puis tu l'as laissé. Nous, c'est la même chose. Et puis, on l'a laissé 2 ans. Et puis, ce vin, finalement, c'est un grand vin. Et il a fini tranquillement. Puis, voilà. Puis, finalement, maintenant, on le vend, il a 3 ans. On l'a mis en bouteille, on a encore attendu pour être sûr. Puis, ça s'est bien passé. Après, il y a d'autres solutions. Peut-être, si vous êtes pressé, vous mettez du soufre, vous filtrez. Puis, c'est un vin que vous vendez. Voilà, que vous vendez dans un autre registre. Oui, encore une chose, parce que c'est juste, on parle du soufre, mais pas que. Il y a la filtration, il y a le froid et la filtration qui sont quand même 2 choses qui permettent de stopper des phénomènes aussi.
hein, donc les bactéries et les levures au froid, ça les calme. Mais alors voilà, ça les calme momentanément. Dès que ça chauffe, ça repart. Mais la filtration permet quand même de nettoyer le milieu. Et là, les techniques de filtration, elles ont quand même considérablement évolué aussi, de façon à, on arrive quand même à filtrer des vins qui respectent au mieux la matière. C'est toujours mieux de ne pas filtrer dans l'absolu. Mais si vraiment l'hygiène l'exige, ben il y a la filtration encore, hein, qui est à disposition de l'œnologie. Voilà. Encore un autre truc qu'on oublie, c'est où on est devenu, je trouve, bien meilleur, c'est qu'on ne peut rien mettre. Avec la biodynamie, vous ne pouvez plus rien mettre, il n'y a pas tellement de solutions. Hein. On n'a même plus le droit de mettre du lait, puisqu'il faut le noter sur l'étiquette comme quoi c'est un produit qui est allergène. Nous, même si tu mets du lait, tu dois le signaler sur l'étiquette, ça devient un peu fou. Mais ça nous a appris à beaucoup anticiper, tu n'es pas d'accord aussi Oui, ben bien sûr qu'on n'a pas la solution de facilité, alors ça nous permet de développer d'autres facultés, ben, comme tu dis, la patience aussi, la patience de ne pas dire, ben, là on doit le mettre en bouteille et tout. Il faut changer aussi sa manière de voir et de faire les choses aussi. Ouais. Alors, on va vraiment remercier nos invités parce que cet échange était très nourrissant comme le vin. Merci à vous. Merci à Marie-Thérèse Chapa du domaine Chapa qui se trouve près de Fuy en Valais, à Raoul Cruchon du domaine Henri Cruchon qui s'étend sur une mosaïque de petites parcelles dans le vignoble de Morges, et à Raymond Pacaud du domaine La Colombe près de Féchy, un petit village de la côte vaudoise. Merci également aux créateurs du Salon des Alpes qui se tient tous les ans en avril à Montron tout près de Lausanne. Musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Philippe Ingard. À bientôt.